Bonjour à toutes et à tous. On va attaquer aujourd'hui le chapitre sur la sécurité électrique. Donc c'est un chapitre qui me semble extrêmement important, hein. Si vous devez retenir quelque chose de la physique, c'est vraiment ça. Donc on va parler des risques, de la protection des personnes et puis de la protection des biens. Donc je vais simplement faire cette vidéo en plusieurs fois, hein, pour, pour voir tout ça. Une première photo humoristique, hein, comprenez bien, un électricien ici qui agit sur un tableau électrique, évidemment sans équipement de protection individuelle, et puis vous voyez en plus il a les pieds dans de l'eau, c'est une blague, hein, bien sûr. Une autre photo humoristique que j'ai trouvée sur internet, alors j'espère bien que c'est une blague, hein, seulement une blague, et que la prise de courant n'est pas reliée à l'autre bout, hein, par ici bien sûr. Donc on voit un barbecue électrique imposé au milieu d'une piscine. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la blague. Ce qui est moins rigolo, c'est ces données-là que j'avais trouvées sur internet, que j'ai pas réactualisées, mais je pense qu'elles sont toujours du même ordre de grandeur. Donc environ 4000 électrisations par an en France. Donc une électrisation, hein, je vous rappelle que c'est pas une électrocution, hein, c'est simplement être parcouru par un courant électrique potentiellement mortel, mais qui ne donne pas forcément lieu au décès. Ça c'est l'électrocution. Euh, Parmi les électrisations, on peut aussi retrouver des brûlures graves, hein, donc notamment des brûlures internes. Le passage du courant à l'intérieur du corps peut provoquer des brûlures donc internes, pas forcément externes, donc très embêtantes à soigner. Des handicaps à long terme, des séquelles esthétiques. Euh, L'électricité, ça représente une centaine de morts par an en France, dont 40% d'enfants. Ça, c'est quand même pas rien non plus. Et puis, l'électricité provoque également 30% des incendies domestiques. Donc ça, c'est assez embêtant aussi. Donc on va voir comment réduire au maximum ces différents risques, notamment par l'utilisation de disjoncteurs et de disjoncteurs différentiels. Alors, on va commencer par parler du risque électrique en lui-même. Donc, quels sont les effets du passage du courant électrique sur le corps humain? On en avait déjà parlé, hein, au début. Donc, on va avoir, premier effet, blocage des muscles, donc ce qu'on appelle la tétanisation. Donc, tout simplement, le courant électrique, hein, qui parcourt le corps se superpose aux signaux émis par le cerveau qui commande les muscles. Et donc, c'est des signaux de très faible puissance, hein, forcément, les signaux qui passent dans le système nerveux émis par le cerveau. Donc évidemment, ça va provoquer le blocage de tous les muscles, hein, ce qu'on appelle la tétanisation, donc des membres notamment, mais également de la partie de la cage thoracique. Donc on en a besoin pour respirer, bien sûr, et puis évidemment le cœur, hein, qui est aussi un muscle qui permet d'alimenter en oxygène, hein, les différents organes du corps. Deuxième effet également qu'on va pouvoir trouver, donc j'en ai déjà parlé, les brûlures, qui peuvent être très embêtantes. Donc les effets sur les muscles, hein, on va retrouver à 0,5 mA qui passent dans le corps, donc pas dans le fil que l'on va toucher, mais dans le corps, hein, qui vont passer dans le corps. On verra comment calculer le courant qui passe dans le corps. Donc on va déjà avoir une sensation très faible, 0,5 mA, hein, c'est une valeur extrêmement faible. À partir de 10 mA, on va avoir ce phénomène de contraction musculaire, donc la tétanisation. À 30 mA, on va arriver au seuil de paralysie respiratoire. Alors j'ai mis cette valeur en couleur puisque c'est la valeur que l'on va prendre qui peut commencer à tuer quelqu'un, hein, donc la valeur seuil à partir de laquelle on va pouvoir décéder à cause du passage du courant dans le corps humain. Évidemment, hein, si on a une paralysie respiratoire, forcément on peut mal respirer, hein, le courant qui passe dans la cage thoracique, on respire mal, voire vraiment pas du tout. Et dans ce cas-là, ça va entraîner la mort, pas forcément très rapidement d'ailleurs. À 75 mA, on passe un nouveau seuil, c'est le seuil de fibrillation cardiaque irréversible. Donc là, le cœur se met à battre n'importe comment, et donc mal irriguer aussi les organes, et notamment le cerveau. Alors là, il y a un grand gap entre 75 mA et 1 ampère, mais 1 ampère, c'est la valeur communément admise qui provoque l'arrêt immédiat du cœur. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas éventuellement le redémarrer, notamment avec un défibrillateur, mais c'est pas gagné. Donc à retenir, si le courant qui passe dans le corps, et encore une fois c'est le courant qui passe dans le corps, hein, IC, pas forcément le courant qui passe dans le fil que l'on va toucher, hein, c'est donc danger de mort. 30 mA, c'est danger de mort.
Autre risque, hein, bien sûr, on va trouver la chute d'une hauteur importante. On est sur un escabeau en train de changer une ampoule, on touche par mégarde un fil électrique. Évidemment, on est sur un escabeau en aluminium conducteur. On va risquer une chute d'une hauteur importante, on va se cogner la tête, etc. On va aussi trouver potentiellement des projections d'étincelles, de métal fondu, notamment vers les yeux, les UV, les infrarouges aussi, etc. Alors j'ai quelques vidéos à vous montrer. Je repasse en... Excusez-moi. Je voudrais juste repasser en flèche, enfin bref, sur ma souris. Donc une première vidéo, alors de très mauvaise qualité, hein, mais qui montre un court-circuit sur un compteur électrique. Alors c'est derrière une vitre plexiglas qui a déjà dû servir pas mal de fois, mais vous voyez des effets assez violents. On va revoir un petit peu mieux, donc le même court-circuit, mais avec un mannequin, un électricien devant. Donc vous voyez que il est en train de manipuler un compteur et puis il a une forte projection hein, de chaleur, de métal fondu, etc. vers les yeux. Heureusement, il avait ses équipements de protection individuelle, ce qu'on appelle des EPI. On y reviendra un peu plus tard. Une petite vidéo aussi sur ce qui se passe en cas d'arc électrique sur une station haute tension ici. Vous voyez à quoi ça peut ressembler un arc électrique géant, évidemment. Habituellement, les arcs électriques sont souvent beaucoup plus petits que ça. Alors, quels sont les paramètres des risques maintenant? On va trouver donc deux paramètres essentiels. C'est le courant qui circule dans le corps, notamment dans la zone de la poitrine, là où on a le cœur et puis les poumons pour respirer, etc. Donc ça, c'est le courant IC. Mais également, le deuxième paramètre essentiel, c'est le temps de passage de ce courant. Le courant qui va circuler dans le corps va pouvoir être calculé. On ne va pas le mesurer, hein, on ne va pas trouver facilement des cobayes qui vont accepter d'être parcouru par un courant important. Donc le courant IC, on va le calculer à partir de la tension de contact, donc c'est la tension appliquée au corps. Donc souvent c'est entre la main hein, qui touche la partie électrique et puis les pieds qui sont reliés à la terre. On reparlera de ça aussi, hein, comment ça fonctionne un peu plus tard. Et puis le courant va aussi dépendre donc, de la tension et de la résistance du corps humain. Donc la résistance entre les deux points de contact. Donc il va dépendre de pas mal de critères, notamment la position de ces deux points de contact, le fait que les mains soient mouillées ou sèches, etc. Donc la résistance du corps humain, bon, pas facile à déterminer non plus. Si on la mesure en faible tension, hein, donc simplement avec un ohmmètre, on n'a pas la valeur que l'on aurait sous 230 volts par exemple. La résistance diminue avec la tension. Elle va dépendre donc de la qualité du contact électrique. Est-ce que les mains sont humides ou sèches? Est-ce qu'on touche avec juste le bout du doigt ou avec toute la main? Forcément, plus la surface de contact va être importante, moins la résistance de contact va être importante, donc moins la résistance globale du corps va être importante. Et donc évidemment de la distance entre les contacts, hein, l'emplacement des contacts. Alors quelques exemples de valeurs de résistance du corps humain. 50 milliohms, c'est ce qu'on va trouver avec des mains sèches et calleuses, hein, des mains de travailleurs. On va trouver facilement 5000 ohms, donc ça c'est la résistance moyenne. Et puis la valeur qu'on va retenir, celle que j'ai mise en bleu ici, 1000 ohms, c'est la résistance dans les conditions les plus défavorables. Puisqu'on ne peut pas savoir à l'avance dans quelles conditions on va se situer, on va très souvent prendre cette valeur-là pour faire des calculs de courant de défaut qui pourraient passer dans le corps d'une personne. Donc le cas les plus défavorables. Alors, on a ce diagramme-là qui montre ici en abscisse l'intensité du courant traversant le corps humain. Alors on est en échelle logarithmique, il y a autant d'écart entre 1 et 10 qu'entre 10 et 100, qu'entre 100 et 1000, c'est gradué en milliampères. Et puis la durée de passage du courant. Vous avez dit que c'était un des paramètres des risques. Donc on va trouver différentes zones, hein. Inférieures à 0,5 mA, on va avoir un picotement. Entre 0,5 mA et 10 mA, on va avoir début de tétanisation. Qui va se situer plutôt vers la fin de cette plage. Et puis on voit hein, surtout que pour une valeur de courant donné, par exemple ici 100 mA, on va passer en zone rouge, hein, donc zone presque mort assurée, au bout de 500 millisecondes.
On va parler maintenant de tension limite de sécurité. Donc la norme va définir des tensions limites maximales à ne pas dépasser hein, pour pas mettre en danger les personnes. Et donc les grandeurs qui sont intéressantes, c'est plutôt en courant alternatif. Alors le courant continu est un petit peu moins dangereux puisque voilà, il perturbe un petit peu moins les signaux émis par le cerveau. On est très souvent en courant alternatif. Et on va noter donc 50 volts en milieu sec et 25 volts en milieu humide. Donc en milieu humide, on a la résistance du corps qui risque d'être moins importante, hein, puisque on a la peau mouillée. Donc sur un chantier, une salle de bain. Hein. Donc c'est pour ça que l'on va très souvent trouver, hein, on en reparlera sur la partie schéma électrique, la partie commande d'un système électrique en 24 volts alternatifs, hein, très souvent, voire en 24 volts continu. Donc en dessous de 24 volts, hein, on n'a pas de danger immédiat pour les personnes, pas direct. Donc à retenir, 50 volts en milieu sec, 25 volts en milieu humide, donc en alternatif 50 Hz, hein, on a un danger de mort. Donc 50 et 25 volts aussi à retenir, hein, bien sûr. On va parler des équipements de protection individuelle, donc les EPI. Donc ça concerne les personnels électriciens hein, qui vont intervenir sur un ouvrage électrique. Ils ont obligation d'utiliser des matériels spécifiques hein, pour réaliser des travaux d'ordre électrique. Donc changer un disjoncteur, dépanner une installation, même simplement changer un fusible. Donc ça va être une tenue de travail à manches longues, un casque muni d'une visière anti-UV, je vais vous en reparler juste après. Les lunettes anti-UV ne sont plus acceptées, alors anti-UV hein, simplement parce que lors d'un court-circuit, on a un dégagement de lumière très très important qui peut occasionner des décollements de rétine notamment. Donc des gants isolants, un tapis isolant, des chaussures de sécurité, des outils isolés, des tournevis notamment. On va utiliser un matériel spécifique pour vérifier l'absence de tension, ça s'appelle un VAT, vérificateur d'absence de tension. Donc on n'utilise pas un multimètre, mais ça c'est la même chose, hein, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et puis, bien entendu, interdiction de porter des bracelets métalliques ou des bagues, etc. Bon, on avait déjà vu la vidéo aussi sur attention basse tension, hein, première semaine à la rentrée. Donc un casque avec visière anti-UV, à quoi ça va ressembler à ça. Des gants isolants, donc très spécifiques, c'est pas n'importe quel gant, c'est des gants électriques bien sûr. Un tapis isolant, donc à mettre par terre pour mieux s'isoler du sol. Un tournevis isolé, donc vous voyez hein, la lame n'est pas touchable directement par la main, donc même si le bout est en contact avec l'électricité, si on touche ici, on est isolé. Et puis un VAT, un vérificateur d'absence de tension, ça ressemble à ça. Alors j'avais aussi une petite vidéo sur pourquoi un écran facial et pas des lunettes. Alors j'ai trouvé ça il y a peu de temps. C'est une vidéo qui me semble intéressante. C'est une vidéo d'Enedis, hein, le distributeur d'électricité en France. Elle est pas longue, hein, je vous rassure. Donc ça parle vraiment particulièrement de l'écran facial. Donc là on a un mannequin, hein, quelqu'un qui intervient sur une installation électrique, qui a bien tous ses équipements de protection individuelle, hormis l'écran facial hein, qui est relevé. Donc on va voir en temps réel ce qui se passe en fait court-circuit. Vous voyez l'explosion très, très puissante. Donc là, à 2000 images par seconde, on va avoir un rayonnement très important, ultraviolet et infrarouge. On va avoir des fumées toxiques, une explosion à 4000 degrés, du métal en fusion hein, qui peut être projeté sur le visage. Alors je vous rassure, hein, ici ça a l'air d'être seulement du maquillage, bien sûr. Donc voilà pourquoi il faut un écran facial hein, et pas seulement des lunettes et puis pas le relever à cet écran facial. On va revoir maintenant avec l'écran facial baissé que l'électricien est bien plus protégé bien sûr.
Donc voilà pour cette petite vidéo, hein. Donc vous comprenez qu'un électricien n'utilise pas n'importe quel matériel, hein, pour travailler sur une installation électrique. Justement, c'est l'occasion de parler d'habilitation électrique. Donc les personnes électriciens doivent passer une habilitation. Donc c'est une formation approfondie, très approfondie, pour réaliser des travaux électriques. Alors il y a différents niveaux d'habilitation, hein, B0, B1, B2, donc ça c'est pour de la basse tension. B0 c'est simplement en gros balayer devant une armoire électrique ouverte. B1 ça va être changer un fusible, etc. On a chargé de travaux, chargé de consignation, enfin, bref. Ça va être H0, H1, etc. pour de la haute tension, hein, donc encore plus difficile évidemment à atteindre ce niveau d'habilitation. L'habilitation va indiquer quelle personne peut entreprendre quels travaux sur quel équipement. Donc c'est assez précis aussi, c'est pas simplement une habilité pour faire des travaux électriques sur toute une entreprise, mais voilà, dans quel atelier, sur quel type de travaux, etc. Et elle est délivrée par le chef d'établissement de l'entreprise. Ça veut dire que l'institut de formation va va pas délivrer une habilitation, va dire que la personne est habilitable, et c'est le chef d'établissement qui habilite la personne. Alors j'ai une petite vidéo aussi, hein, très intéressante sur ce que c'est une consignation, donc ce qu'on doit faire avant de faire des travaux électriques. Ah, elle démarre pas. Ça y est, j'ai la vidéo. Donc voilà, là on voit un étudiant, je pense un étudiant de BTS qui va faire une consignation. Donc qu'est-ce qu'il va faire d'abord? Il va mettre des barrières de manière à éviter qu'il y ait des personnes qui passent sur le lieu de l'intervention. Il va repérer sur le schéma électrique quel est le sectionneur principal. On en reparlera de ce que c'est un sectionneur. Il va donc ouvrir le sectionneur. Donc là, il n'y a plus d'électricité dans l'armoire électrique. Et vous voyez qu'il met un cadenas. Alors je suis désolé, hein, la qualité est pas terrible sur cette vidéo, mais on arrive à voir ce que c'est. Donc il met un cadenas de manière à éviter que quelqu'un remette sous tension pendant qu'il est en train de travailler. Sachant que le lieu d'intervention peut être un petit peu éloigné de l'armoire, il va travailler sur un moteur qui est peut-être dans la pièce à côté par exemple, etc. Vous voyez qu'il va mettre des gants, alors il a déjà pas mal d'équipements de protection individuelle, il va mettre des gants isolants, alors il teste d'abord l'étanchéité des gants. Vous voyez, hein, donc pas en soufflant dedans, mais en retournant, etc. Là, il va pouvoir ouvrir l'armoire électrique. Il va placer donc un tapis isolant par terre qui va l'isoler au mieux de la terre, donc si jamais il touche l'électricité. Là, il prend son vérificateur d'absence tension. Donc encore une fois, c'est pas un multimètre, hein, et donc là, normalement, l'armoire est intégralement sous tension, mais hors tension, pardon. Et il va vérifier l'absence tension. Alors, en premier sur un VAT, hein, c'est pour ça que c'est un matériel un peu spécifique, il va faire toucher les deux pointes, et l'appareil émet un bip. Donc ça permet de savoir qu'il a bien toujours des piles. Ensuite, il va vérifier l'absence tension entre chaque barre de phase 1, phase 2, phase 2, phase 3, phase 1, phase 3, et également chaque phase avec la terre. La barre de terre est tout en haut. À la fin de sa vérification d'absence tension, vous voyez qu'il fait toucher à nouveau les pointes du vérificateur d'absence tension, et l'appareil doit à nouveau émettre un signal sonore. Si c'est pas le cas, c'est peut-être que les piles sont tombées en panne entre temps. Donc c'est très spécifique, hein, comme geste. Donc là, la consignation est terminée. Il va pouvoir ensuite travailler sur l'installation électrique hors tension, donc il va pouvoir enlever ses gants, etc., puisqu'on peut très difficilement travailler avec des gants, dénuder des fils, etc., etc., câblés. Et bien entendu, on travaille toujours hors tension. Alors un exemple d'une armoire électrique consignée, c'est ici. Donc on met un cadenas avec une fiche, hein, pour dire quelle entreprise travaille à partir de quel moment, jusqu'à quelle heure, etc. Ici on voit aussi un dispositif de blocage sur un disjoncteur directement. Bon, il y en a plein d'autres, hein.